Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour passer ce nouveau samedi politique en votre compagnie. Cette semaine, nous allons nous concentrer sur la situation en France. Depuis le passage en force de la réforme des retraites, le pays semble figé pour mieux bondir peut-être par la suite. Après des manifestations aux encadrements fort douteux, des travaux démocratiques, ils sont tout autant, et puis un exercice du pouvoir toujours aux limites de la légalité, la Macronie a-t-elle vraiment tous les droits? C'est ce que nous allons voir tout de suite, mais avant toute chose, vous le savez, je compte infiniment sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à la commenter, bien sûr, mais aussi à la partager à vos proches, à vos amis, et puis surtout, ce petit geste qui change tout, pensez au petit clic sur le pouce en l'air juste en bas. Allez, c'est parti, à l'attaque. Et à mes côtés aujourd'hui, Philippe Prigent. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, normalien, diplômé de l'IEP de Paris. Vous êtes également lauréat de la conférence du stage des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, promotion 2018-2019. J'allais dire que ça commence à ne plus nous rajeunir tout ça. Et puis je vais ajouter aussi que vous êtes spécialiste des recours au Conseil d'État. Alors on vous avait beaucoup entendu pendant la crise sanitaire, du moins la crise politique en lien avec la crise sanitaire, et vous étiez à compter parmi les défenseurs les plus fervents des libertés individuelles. Globalement, aujourd'hui, partagez-vous le point de vue de ces Français qui considèrent que la crise sanitaire a été un tournant pour les libertés individuelles et que finalement, ce que nous avons perdu il y a quelques années, nous ne l'avons jamais véritablement retrouvé? J'aimerais vous dire que c'est un tournant, mais la situation est malheureusement plus grave que ça. La disparition des libertés individuelles, ce n'est malheureusement pas seulement le Covid, c'est une évolution de long terme. Il y a un constat dressé par François Sureau, un avocat au Conseil qui est assez souvent écouté. Je recommande à nos auditeurs d'aller écouter certaines de ses interventions, qui sont d'autant plus intéressantes que l'intéressé est macroniste et qu'il a fait la campagne d'Emmanuel Macron, qui l'a aidé. Et lui-même disait, depuis longtemps, nous vivons de moins en moins dans un régime de liberté. Et il disait cela bien avant la crise sanitaire. Il donnait un exemple que je trouve frappant, qui concernait alors les manifestations, ça a été le cas aussi des manifestations du Gilets jaunes, où quand vous arrivez désormais en manifestation, il y a des arrestations manifestement arbitraires, des nassages. On voit bien que plus de 99% des gens qui sont mis en garde à vue ne sont même pas poursuivis ensuite. Donc dans un état normal, le ministre de l'Intérieur serait 1 viré, 2 poursuivi pour séquestration. Mais il donnait un autre exemple, quelque chose qui est symbolique, moins grave mais symbolique, voir beaucoup de policiers avec des fusils d'assaut. Ça m'avait frappé lors des manifestations des Gilets jaunes. Vous voyez des policiers avec des armes qui auraient pu être employées comme mitrailleuses pendant la Première Guerre mondiale. C'est réellement de ça qu'on est en train de parler, un machin qui tire 300 coups à la minute. Normalement, vous n'en avez pas besoin contre votre population, sauf si vous considérez que votre population est un adversaire de type militaire que vous devez mettre au pas avec des armes de guerre, parce que ce sont des armes de guerre, ce ne sont pas des jouets. Par conséquent, la dérive qui consiste à réduire la liberté... Les forces de l'ordre ne s'en servent pas de ces armes à l'égard contre le peuple. Alors, elles ne s'en servent pas, c'est vrai, mais leur simple présence a quelque chose de très intimidant. Vous vous promenez à côté d'un bonhomme qui vous fait un contrôle et qui vous explique même que vous allez subir peut-être une arrestation arbitraire, parce que c'est quand même à la tête du client. Vous dites, à quoi ça sert? Parce que soit le but est vraiment de s'en servir, effectivement on ne s'en sert pas, soit le but est d'intimider. La simple présence, la simple intimidation, même si on ne fait rien, peut vous faire peur. Imaginez, j'arrive avec votre émission, et puis je pose un gros couteau devant moi. Je ne vais pas m'en servir. Vous vous dites bien que je ne vais probablement pas m'en servir. Mais la simple présence du couteau vous fait dire, bon, je vais poser des questions sympas, parce que c'est quand même pas le moment d'être désagréable. Ici, il y a quelque chose de très intimidant, et malheureusement, beaucoup plus ancien que la crise sanitaire. Le mouvement date peut-être d'il y a 10 ou 20 ans. Avec de plus en plus de contrôle de la parole, on peut, pour des propos, être désormais envoyé en prison. Et même si vous n'êtes pas envoyé en prison, le simple fait d'être jugé avec un procureur qui dit « on pourrait vous envoyer en prison, vous faire réfléchir », je ne suis pas du tout laxiste en matière judiciaire, mais la prison est vraiment une expérience pénible. C'est réellement quelque chose qu'on ne souhaite pas subir. Et même une semaine en prison, c'est une expérience extrêmement désagréable. Vous avez la prison, vous avez les amendes. La plupart des gens se disent une amende à 5 ou 50 000 euros, ça me fait quand même réfléchir. Si à chaque fois que vous l'ouvrez, vous prenez risquer de prendre 5 000 euros d'amende, vous êtes quelqu'un de normalement constitué, vous vous dites, bon, j'ai intérêt à être vraiment très riche pour pouvoir prendre la parole.
Sans compter que l'avocat va vous coûter à peu près aussi cher pour vous défendre, donc en fait c'est x2, et que si vous n'avez pas d'avocat, ça va être 50 000, donc vous avez quand même intérêt à prendre l'avocat, mais la moindre petite histoire, c'est minimum 10 000 euros. Merci pour la page promo. Non mais c'est vrai, ça vous fait réfléchir. Ensuite, vous vous dites, lorsque je vais manifester, et ça on l'avait vu avec les Gilets jaunes, on a vu un bon nombre de violences contre des Gilets jaunes qui n'ont jamais été sanctionnées. Il y a un bon nombre de cas où on regarde, il suffit de regarder les vidéos et de se dire, mais attendez, ce policier-là, c'est un exemple qui m'avait frappé, je crois que c'était à Bordeaux, il s'était mis à plusieurs, il y en avait un qui avait tiré à coup de flashball dans la tête d'un manifestant qui était seul en train de marcher de dos, et je crois que c'était un pompier, plus, qui était tombé par terre, il avait failli mourir, je crois qu'il doit avoir des séquelles, on prenait un coup pareil au cerveau, évidemment ça a des conséquences. Et vous vous dites, mais attendez, comment se fait-il que le policier n'ait pas été révoqué et condamné ? Enfin, je veux dire, d'accord, il est présumé innocent, tout ce qu'on veut, très bien. Mais enfin, il aurait quand même dû être révoqué et condamné. Il y a eu bon nombre de cas de violence assumés qui n'ont pas été sanctionnés. Et là, on voit bien que, et malheureusement, c'est l'une des fonctions de la police en France. La police en France n'a pas été créée pour protéger les braves gens, n'a pas été créée pour protéger les citoyens. Au départ, elle a été créée pour protéger l'État en faisant peur à la population. C'est pour ça que la police a été créée. Et malheureusement, la police, dans une bonne mesure, est employée comme ça vis-à-vis des opposants politiques. Et c'est aussi une tendance française. J'adore mon pays, mais il faut quand même être conscient de nos défauts. La magistrature peut avoir un côté bras armé du pouvoir politique, ou même opinion personnelle des magistrats, qui font qu'on voit aujourd'hui un laxisme judiciaire incroyable vis-à-vis de la Macronie. Vous avez des gens, que ce député qui s'appelle Medji Belguerab, qui avait fracassé à coups de casque de moto le crâne d'un ancien député, je crois. Le bonhomme fait 20 cm de moins que lui, il a 30 ans de plus. En dehors du fait que vous êtes un pauvre type, si quand vous avez 35 ans, vous tapez sur un sexagénaire, bon, ça c'est plus une question d'honneur que de droit, mais il y a quand même un problème. Mais comment se fait-il que ce député n'ait pas été lourdement condamné ? Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir... Il n'a pas été réinvesti. Non, mais exactement. Mais c'est incroyable du point de vue des magistrats. C'est-à-dire que vous vous dites, vous êtes magistrat, vous voyez quelqu'un qui ne partage pas vos opinions politiques. Je crois qu'ils avaient un débat même en matière économique. Je ne suis pas socialiste, mais vous n'avez pas, parce que non, ça m'est jamais venu à l'idée de taper sur quelqu'un parce que je ne partageais pas ses opinions politiques. Et encore moins de lui ouvrir le crâne à coups de casque. Normalement, ce député aurait dû être lourdement condamné. Il n'a pas été condamné. Il y a eu une passivité judiciaire incroyable. L'affaire Benalla, même chose. C'est-à-dire, ce ne sont même pas des cas d'infraction financière où il faut une analyse. Vous voyez, vous entendez parler d'un bonhomme qui fracasse le crâne d'un adversaire politique. Attendez, monsieur, mais il va falloir vous mettre en prison. 1, parce que vous le méritez. 2, parce que ça fera un connard de moins pendant une certaine période, c'est déjà pas mal. Et 3, parce qu'il faut absolument, surtout en matière politique, montrer que la violence n'est pas acceptable. Et là, visiblement, la violence est acceptable. On voit à l'inverse des agressions contre des dirigeants de l'opposition où il ne se passe absolument rien, passivité absolue du parquet. Oui, pas de sanctions, des agressions extrêmement graves, des agressions au couteau, il ne se passe rien. Et à l'inverse, c'est pour ça que je vous parlais de réduction des libertés qui malheureusement est ancienne, vous avez des violences de plus en plus prononcées lors de manifestations. On l'a vu y compris pendant la réforme des retraites. Je suis désolé, il y a des scènes où on voit que c'est de la brutalité. Je comprends tout à fait qu'on ait des désaccords sur la réforme des retraites et c'est tout à fait envisageable. Mais les violences ne sont pas acceptables et les arrestations arbitraires ne sont pas acceptables. Et malheureusement tout cela, les arrestations arbitraires et les violences, ce n'est pas la crise sanitaire, c'est une évolution plus profonde. Je crains, ça me fait peur, je ne le souhaite pas, mais je crains que nous vivions une évolution de plus en plus vers un État policier et liberticide. Nous avons vécu en Occident, et c'est une chance, une période de grande liberté. Les lois de la Troisième République, par exemple, étaient sur la liberté d'expression, la liberté d'association. Il y a eu une période de grande liberté d'expression en France. Aujourd'hui, cette liberté d'expression est de plus en plus limitée. Je vais vous donner un cas qui m'avait frappé. Sauf que je suis avocat. Il y a un moment où j'étais passé face à un confrère qui était en surpoids, qui expliquait que tous les gens qui prenaient des risques sanitaires devaient être exclus de la société. Bon, écoutez, on pourrait commencer par vous. Enfin, ça me paraissait quand même une idée passotte. On peut avoir les opinions qu'on veut, mais qu'on essaie de se les appliquer à soi-même. J'ai été poursuivi devant l'ordre des avocats. Heureusement, je n'ai pas eu de sanctions. Mais quand même, c'est très grave. Vous avez expliqué que ce monsieur était... Puis j'ai l'impression que vous allez moins faire le chroniqueur sur cette chaîne de télévision depuis. Ah je pense qu'ils ont forcément autant envie de me voir. Je ne suis pas sûr que les gens aient autant envie d'être face à moi. Ça joue probablement. Mais ce qui était très intéressant, c'est que je me rappelle cette audience déontologique et où on me dit quand même, vous avez quand même très fortement critiqué la politique du gouvernement.
que j'avais parlé d'Ausweis sanitaire. Je dis, mais enfin, on devrait avoir le droit de critiquer la politique du gouvernement. Il y a un bon nombre de gens, je donne mon cas, mais il y en a plein d'autres, dans des professions réglementées, avocats, médecins, autres professions réglementées, qui ont été poursuivis. Je l'ai vu ça pour un certain nombre de clients médecins ou professions sanitaires en général, auxquels on a dit « vous critiquez la politique du gouvernement ». D'accord, mais en fait, à quel moment devenir médecin ou infirmier était-il un engagement de soutenir la politique du gouvernement? Oui, c'est le droit de réserve du fonctionnaire presque. Exactement. J'ai eu un cas, et c'était exactement ça, mais ça ne s'applique pas aux fonctionnaires. J'ai eu un cas récemment, c'était le plus frappant, qui était au Conseil d'État. Il était plaidé en audience publique. J'avais un client qui avait critiqué un certain nombre de dérives du gouvernement ukrainien, notamment, on pense ce qu'on veut, mais l'émission de timbres à l'effigie de la division Waffen-SS Galicie. C'est une division qui a été levée en Ukraine en 1943 pour rétablir le front allemand après Stalingrad. Ce que l'Allemagne, et avec l'aide de certains Ukrainiens, a fait en 1943 était effectivement une prouesse militaire. Les types étaient des salauds, mais ils savaient se battre. Et ils ont réussi à prolonger la guerre pratiquement d'1 an. C'est à peu près 1 million de morts de plus dans les camps. Mais enfin, oui, c'est ce que j'allais dire. Prolonger la guerre, ça a l'air d'être et il se trouve que ouais. Voilà, que ce soit une prouesse militaire, c'était des salauds, mais indéniablement, ce qui s'est passé à Kharkov en 1943 était une indéniable prouesse militaire. Et il se trouve que mon client avait dit, bah, quand même... oui, c'est vrai, c'est une prouesse militaire, mais peut-être qu'on ne devrait pas rendre hommage à des gens qui ont fait ça, parce qu'ils sont quand même des Waffen-SS, des Waffen-SS courageux si on veut, mais des Waffen-SS. Et il avait simplement posé la question de savoir si une personne, si une lettre était envoyée avec un timbre à l'effigie d'un de ces Waffen-SS, la poste française allait la distribuer. Et il avait posé une autre question qui était de se dire, est-il souhaitable que souhaitable que l'Ukraine emploie cette division qui s'appelle la division Azov, dont le symbole est celui de la division Waffen-SS Das Reich, c'est la division d'Oradour-sur-Glane. Et Oradour-sur-Glane, c'est, dans tout le passif de la division Das Reich, Oradour-sur-Glane, c'est un petit élément en note de bas de page, tellement ils ont commis d'atrocités sur le front de l'Est. Ça vous donne une idée des bons hommes. Il a reçu une sanction administrative de la part de l'État, alors qu'il était conseiller du commerce extérieur, et je me suis retrouvé en audience qui était quand même assez ahurissant, où on nous a dit, mais attendez, d'accord, peut-être que ces symboles sont controversés, ces symboles sont nazis, mais ok, d'accord, maintenant on dit controversés, très bien, peut-être que ces symboles sont controversés, mais vous n'avez pas à critiquer la politique de l'État, donc on vous sanctionne. D'accord. C'est-à-dire, attendez, donc ça veut dire que moi, en tant que citoyen français, je ne suis pas censé critiquer la politique de mon gouvernement. Et même si l'opinion que j'exprime est « je suis anti-nazi », ce qui est une opinion tolérable, moi je la partage par exemple, mais c'est une opinion, on peut dire qu'elle est acceptable dans une société démocratique, bah même cette opinion-là, si elle conduit à critiquer le gouvernement, justifie une sanction. Nous vivons de plus en plus, malheureusement, une perte de liberté très profonde. Et ça pose la question, je ne connais pas la réponse, mais de se demander si ce n'est pas en fait un mouvement de long terme, si ce n'est pas juste Macron. Malheureusement, j'espère avoir tort, mais je me demande si ce n'est pas une évolution sociale où une partie importante de la population... Pendant et sans doute après, donc. Oui, et notamment, et ce qui est terrible, c'est qu'un bon nombre de magistrats ou de juristes, je le vois dans ma profession, adhèrent à cette idée. On voit de plus en plus de juristes dire « non, les libertés, mais bon, quand même, quoi ». Des gens qui vous expliqueront qu'ils sont progressistes, hein, mais que le progressisme se manifeste surtout par la disparition des libertés publiques. Alors, j'aimerais, Philippe Rijon, qu'on revienne à présent sur la question de cette réforme des retraites qu'on a évoquée, parce que son parcours est discutable, à mon sens, ou du moins a été discuté par les Français, puisqu'on sait qu'à son arrivée à l'Assemblée nationale, très rapidement, beaucoup d'amendements ont été déposés, notamment par l'extrême gauche, par la NUPES. On a tout de suite évoqué, dans ce cas, un désir d'obstruction de l'opposition parlementaire. À cela s'est ajouté l'article 47.1, pour ne pas me tromper, pour limiter la durée des débats, donc toujours dans cette perspective d'obstruction parlementaire, prétendue obstruction parlementaire de l'opposition. Est arrivé ensuite le 49.3 d'Elisabeth Borne pour passer donc en force. Puis le Conseil constitutionnel, dans lequel beaucoup nourrissaient des espoirs. J'imagine que ce n'était pas votre cas. Alors en l'occurrence, si. Pas sur le fond de la réforme, parce que le fond de la réforme est conforme à la Constitution. Il y a plein de choses qui sont stupides ou pas souhaitables, mais qui sont conformes à la Constitution, ou injustes et qui sont conformes à la Constitution. Il y avait un véritable problème, et qui sautait aux yeux, y compris aux yeux de constitutionnalistes macronistes,
ça existe, hein, mais qui disent quand même, moi je fais un métier sérieux, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Je vote Macron, mais quand même je fais un métier sérieux, ça existe, et heureusement d'ailleurs. Et qui disaient, mais attendez, comment le gouvernement a-t-il fait pour réduire au maximum la durée des débats? Il a employé une fraude. Quelle est la fraude? Normalement, la loi de financement de la sécurité sociale est votée tous les ans. C'est une forme de budget bis en fait. Et d'ailleurs, vu la taille du budget de la sécurité sociale en France, c'est un budget. Au-delà de 100 milliards, on parle d'un budget. Comment fait-on normalement? Tous les ans, on discute de la loi de financement de la sécurité sociale de la même manière qu'on discute du budget. Et on discute à peu près des deux en même temps en fin d'année. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour les sous l'an prochain? Là, il y a un vrai débat. Et il y a un vrai débat parce que c'est important. Ce qu'a fait le gouvernement, c'est faire passer sa réforme des retraites via un amendement à la loi de sécurité sociale en début d'année. On dit, ah bah attendez, ça veut dire que vous auriez pu nous en parler 3 mois plus tôt, mais là, vous voulez le faire en début d'année. Et on nous dit, mais c'est un amendement. Vraiment, c'est un petit amendement. Un amendement, c'est, voilà le projet, on s'aperçoit en cours d'année qu'il y a un petit problème budgétaire. Bon, on a un budget à 150 milliards, là, il nous manque 150 millions, attends, on va faire une petite rallonge. C'est ça un amendement. Il y a un petit détail, quelque chose qu'il faut corriger. Moi, je suis avocat, si un jour je demande à un collaborateur d'amender un petit peu les conclusions, c'est corriger les notes de bas de page. C'est pas refais-moi toutes tes conclusions. C'est aberrant de faire ce genre de choses. Et le gouvernement a décidé de façon frauduleuse, parce qu'ils ont respecté apparemment la règle, mais le but était clairement de la violer. Le gouvernement a dit « Ah, c'est un amendement, on s'en est aperçu en cours d'année. » Vous n'êtes pas aperçu en cours d'année, vous avez fait campagne là-dessus. Ils ne sont pas aperçus en cours d'année de « Tiens, il faudrait modifier l'âge de départ à la retraite. » C'est un enjeu à quelques dizaines de milliards. Bon, on est désolé, vraiment, j'ai oublié. J'ai fait les calculs, là, il y a 3 mois, j'avais oublié 30 milliards. La boulette, quoi. Non, mais c'est cet ordre-là, on se moque du monde. Ce que le Conseil constitutionnel aurait dû faire, c'est dire, le fond, pas de problème de constitutionnalité. Enfin, je comprends qu'il y a des questions, mais il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une règle à respecter. Et là, vous avez sauvagement violé la règle. Et vous avez sauvagement violé la règle pour empêcher le débat parlementaire. Parce qu'effectivement, ça aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Et il y aurait eu tout un débat là-dessus. Sauf que le gouvernement ne voulait pas de débat parlementaire. Peut-être pour empêcher l'opinion d'influer sur les parlementaires et qu'au bout d'un moment, les parlementaires se disent « Ok, tant pis, on refuse le 49.3 ». Peut-être pour éviter qu'il y ait de l'agitation et du débat dans le pays. Peut-être pour éviter que des gens posent un peu trop la question de « Attendez, on est en train de faire une réforme ». Désolé, hein, je vais sans doute déplaire à une partie de l'auditoire, j'en suis confus, mais on est en train de faire une réforme où on explique qu'en fait, il faut sacrifier les actifs et que tout l'argent et tous les efforts vont aller, tout l'argent et tous les avantages vont aller pour les boomers et par contre, on va sacrifier les actifs. Non, mais c'est quand même le fond de la réforme, c'est ça. C'est d'expliquer qu'il faut maintenir les retraites des boomers, donc on va faire travailler les actifs plus longtemps parce qu'ils ne paient pas déjà suffisamment d'impôts. Enfin, le fond de la retraite, c'est quand même de dire qu'il y a besoin de plus d'argent pour les retraites et de sacrifier des morceaux entiers du budget à d'autres postes qu'on pourrait quand même discuter. Vous avez entièrement raison, mais il se trouve que quasiment tous mes clients sont des entrepreneurs. Lorsqu'on a un problème de budget, la première chose qu'on fait, c'est on se demande d'accord, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire un peu les dépenses? Là, visiblement, l'idée de réduire les retraites des boomers n'a même pas été envisagée. Je suis vraiment désolé, mais les retraites des boomers sont absolument immenses, beaucoup plus élevées que celles de leurs parents, beaucoup plus élevées que dans l'immense majorité des autres pays. Mais ils ont été beaucoup plus prélevés aussi. En impôts? Ah non, à l'époque, eux payaient beaucoup moins. Le taux de cotisation... Mais que leurs parents, j'entends. Ah, ils étaient beaucoup moins... Alors oui, sauf que les parents étaient extrêmement peu nombreux. Donc ça n'avait pas trop de conséquences. Aujourd'hui, les boomers demandent à leurs enfants des efforts, en termes de prélèvement, plus de 2 fois supérieurs à ce qu'eux-mêmes ont fait. C'est un des éléments de débat. Il y aurait peut-être pu y avoir un débat là-dessus au Parlement. Quitte à qu'on nous dise, c'est très bien, désolé, il y a une génération, les gens qui bossent actuellement, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à bosser. De toute façon, ils sont minoritaires électoralement, donc on les met au travail. Pourquoi pas? Je veux bien l'idée. Mais le problème qu'aurait dû voir le Conseil constitutionnel, qui était évident et qui a été soulevé, est de dire ce n'est pas un petit amendement. Ce n'est pas un élément qu'on découvre en cours d'année et on change un petit détail. Vous allez voir... l'amendement, c'est vraiment un tout petit problème à régler. Tiens, il y avait une petite fuite d'eau, hop, en cours de location, on répare la fuite d'eau. Là, on n'est pas en train de réparer la fuite d'eau. Quoi qu'on pense du bien fondé de cette réforme, que ce soit la meilleure réforme du monde ou la pire réforme du monde, de ce point de vue-là, ce n'est pas le sujet. Le Conseil constitutionnel aurait dû dire c'est une réforme importante. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même nous dit que c'est absolument décisif, que c'est essentiel, que c'est un enjeu en dizaines de milliards. Et en l'occurrence, ils ont raison sur le fait que c'est un enjeu en dizaines de milliards. Qu'ils aient pris la bonne ou la mauvaise décision, ce n'est pas le sujet. Mais le Conseil constitutionnel, s'il n'était pas une caricature, aurait dû se saisir de la question. Et le problème, c'est qu'on a un Conseil constitutionnel qui laisse tout passer,
Sauf l'index senior, précisément, et les CDI seniors. Et c'est quand même la cerise sur le gâteau. Ça, on en a très peu parlé. Mais ils ont laissé passer l'intégralité de la retraite, sauf quelques petits points qui étaient presque fondamentaux pour faire passer l'intégralité de la retraite. C'est-à-dire que si on oblige les gens à travailler plus longtemps, il était évident qu'il fallait favoriser l'emploi des plus âgés. La raison pour laquelle ils l'ont fait, très vraisemblablement, est déjà que nous avons l'air d'être une farce. On va essayer de censurer quelque chose pour essayer de rester un tant soit peu crédible. Oui, enfin, c'est quand même tout ce qui a été censuré va dans le sens du gouvernement, tout ce qui a été accepté va dans le sens du gouvernement aussi. Alors, en plus, oui, ils étaient obligés de censurer quelque chose. Ils pouvaient pas, s'ils ne censuraient absolument rien, on va dire dans le petit milieu juridique, les gens se seraient encore plus payé leur tête. Déjà qu'actuellement, vous avez un bon nombre de gens, enfin, les gens qui connaissent vraiment le droit et qui voient ce que le Conseil constitutionnel a jugé, ont envie de rigoler. Oui, mais alors ça, c'est intéressant, Philippe Prigent, parce qu'on rigole, mais finalement, ça passe. À chaque fois, ça passe. Alors, les juristes, peut-être qu'ils s'amusent des décisions qui n'ont pas de sens sur le plan juridique du Conseil constitutionnel. Toujours est-il qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, ça passe. Et tout le monde accepte. Alors oui, il se trouve que, de ce point de vue-là, la technicité de la question a sans doute joué. C'est-à-dire qu'il y avait une violation flagrante de la Constitution pour quelqu'un qui connaît le droit. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit, ça n'était pas aussi évident. Plus, et ça c'est une tendance assez française, de considérer que, entre guillemets, ce qui est important c'est le fond, les règles, les procédures, le débat en soi n'est pas si important que ça. Une bonne partie de la population, qu'elle soit opposée ou favorable à la réforme, c'est pas le sujet, a tendance à considérer que, bon, on a violé la Constitution dans la façon d'adopter une loi, c'est pas très grave. En France, ça ne choque pas tant que ça les gens. Je le regrette, je suis le premier à trouver que c'est dommage, mais vous entendrez énormément de gens, y compris des opposants à la réforme des retraites, qui vous diront « Oui, non, mais ça, c'est de la forme, c'est pas très important ». Je ne partage pas leur opinion, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est assez répandu. Nous serions par exemple en Allemagne. L'idée de on a violé la Constitution pour pouvoir adopter une loi, c'est une bonne loi, aurait beaucoup plus choqué. Dans l'opinion publique, ça aurait choqué. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le contrôle qualité en matière industrielle est un peu meilleur en Allemagne qu'en France. La mentalité n'est pas la même. Alors, on va avancer un petit peu. On a vu aussi que le Conseil constitutionnel, parce que ça aussi, beaucoup de gens se sont dit, bon, c'est pas grave, ils ont accepté la loi, mais il y a encore l'espoir du référendum populaire. Alors bon, ça, c'était raté aussi. Ça, c'était une farce, effectivement. C'était encore une farce de plus. Et depuis est arrivée la proposition de loi du groupe Lyotte, qui sera donc examinée et votée le 8 juin prochain. L'objectif est simple, l'abrogation pure et simple de la loi qui a appliqué la réforme, enfin qui a mis en place la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter Charlotte Cobel. C'est la secrétaire d'État à la jeunesse. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Elle est habilitée à parler de tout, comme tous les membres du gouvernement. On va l'écouter. Je crois quand même que cette proposition de loi, il faut le dire, elle est absolument inacceptable politiquement, puisqu'elle vient potentiellement annuler 175 heures de débat. Et puis, évidemment, on a un gros sujet autour de l'impact de cette loi, notamment en matière de finances publiques, puisque, tranquillement, elle impose 12 milliards d'euros de plus de dépenses dans notre pays. Donc oui, on fera tout pour que ce débat n'ait pas lieu. Il est illégitime politiquement, techniquement, et il met en danger à nouveau nos finances publiques. Alors Charlotte Cobel ne le dit pas, mais là, ce qu'elle évoque, c'est l'article 40 et qui consiste à rejeter toute proposition de loi qui ne serait pas financée. Donc finalement, la proposition de loi, il y a des chances qu'elle ne soit tout simplement pas examinée. Oui, effectivement, là-dessus, alors c'est intéressant de voir l'explication que vous faites et l'explication qu'elle en donne elle. L'explication qu'elle donne, c'est, bon, écoutez, à partir du moment où on a discuté 175 heures de quelque chose, même si c'était une mauvaise idée, on continue le plan qu'on avait prévu. Moi, j'ai jamais dit à un client, écoutez, j'ai travaillé 175 heures sur votre dossier. Je me suis aperçu que les conclusions que j'ai déposées n'étaient pas les meilleures. Regardez, là, on va perdre, il y a un moyen de gagner. Enfin, comme j'ai travaillé 175 heures aux anciennes conclusions, vous allez prendre vos 10 millions de condamnations, ça vous gêne pas. Vous expliquez ça à un client, le bonhomme hurle. Et à juste titre. Vous allez voir un médecin, c'est la même chose. Vous lui dites, écoutez, j'ai travaillé 175 heures pour soigner votre cancer avec une chimio. En fait, je m'aperçois que la chimio, c'est pas la bonne solution. On pourrait faire une chirurgie, on vous soigne. Ah oui, non, mais on a passé 175 heures à la chimio, donc désolé, continuez, au revoir, cancer. Enfin, vous voyez, le raisonnement qui est derrière est quand même d'une stupidité absolument affligeante. La question, c'est, la loi est-elle bonne ou mauvaise ?
du point de vue du Parlement, et c'est la seule question que doit se poser le Parlement. On ne va pas dire au Parlement, vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous vous êtes aperçu après que c'était une mauvaise idée, mais enfin on va continuer même si on sait que c'est stupide. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. La durée des débats n'a absolument aucun rapport avec faut-il ou non se pencher à nouveau sur la question. Surtout que juste après, elle nous explique que l'enjeu est de 12 milliards. Donc moi, pour 12 milliards, j'ai envie que les mecs bossent. Si on m'explique que, si mon député vient me voir et me dit, en fait, j'avais travaillé 175 heures là-dessus, mais en fait, j'ai repassé 100 heures parce que c'était une façon d'éviter de dépenser stupidement ou de perdre 12 milliards d'euros. C'est bien, je pense que c'est pas mal. Tu as le droit de venir travailler le matin, personne ne va te le reprocher. Donc ça, c'est évidemment absolument ahurissant qu'on explique qu'on peut pas changer et que l'idée que le Parlement puisse pas changer les lois. Enfin, si le Parlement ne peut pas changer les lois, à quoi ça sert de voter? Enfin, je veux dire, moi je vote pour deux choses, c'est pour qu'ils fassent les lois et le budget. Donc s'ils font pas, et contrôler le gouvernement, s'ils font pas les lois et le budget, on arrête le parlementaire, on fait autre chose, on dissout l'Assemblée nationale, on passe à autre chose. Quand elle nous explique que le mécanisme ne serait pas financé, soyons très clairs, ça fait extrêmement longtemps, en pratique, que des lois qui ne sont pas financées sont admises. Il y a une clause régulière à la fin, ça fait des décennies qu'on fait comme ça, et où on n'applique plus cet article-là. Une constitution, c'est un texte vivant, comme un code civil. Moi, je regarde le code civil, il m'est jamais arrivé de dire à un client « Regardez, le code civil disait ça en 1804 ». Bon, c'est vrai qu'il y a 30 ans de jurisprudence qui disent le contraire. Mais bon, quand même, en 1804, on faisait ça. Non, mais attendez, si ça fait 30 ans qu'on fait le contraire, on va s'adapter au monde réel. C'est normal. Et tous les textes constitutionnels sont de ce type-là. Ici, ça fait très longtemps que nous faisons ça. Et en l'occurrence, il y a une personne qui est censée régler ce problème, qui est de savoir s'il y a une augmentation ou non. C'est le président de la commission des finances. Donc, quand cette personne nous dit « Regardez, on va se battre, on va ceci, attendez, il y a un président de la commission des finances, c'est lui qui décide. Début et fin du débat. Vous nous avez expliqué sur le Conseil constitutionnel que peu importe la qualité des décisions, c'était le Conseil constitutionnel qui décidait. Ben là, c'est la même chose. Il y a un bonhomme qui est chargé de faire ça, Éric Coquerel en l'occurrence. Pas de bol. Pas de chance. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est le jeu ma pauvre Lucette, quoi. C'est-à-dire, ils ont tous les instruments du pouvoir. S'ils n'arrivent même pas à faire fonctionner leur système alors qu'ils ont tous les leviers, bah, c'est un peu bien fait pour eux. Plus, il faut être, pour aller sur le fond, dire cette idée que ça va absolument poser un problème de finances publiques, ça dépend comment on le compense après. Je veux dire, il y a des moyens de compenser, on pourrait imaginer, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais de se dire, bah, plutôt qu'augmenter les dépenses, les prélèvements et donc les dépenses, bah, on pourrait par exemple baisser les dépenses. Peut-être qu'il faut baisser les retraites, par exemple. Non, mais c'est un débat que le Parlement peut avoir. C'est un débat, le Parlement pourrait se dire, attendez, là on a pensé encore à un moyen de faire davantage travailler les gens et davantage les pressurer. Et on sait très bien, ce que vous disiez sur un texte senior, on sait très bien que les personnes plus âgées, à partir de plus de 55 ans, ne vont pas travailler. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'au lieu de toucher leur retraite, elles vont être au chômage. Sur les caisses du chômage, donc sûr. Ça va augmenter les prélèvements sur les actifs qui vont devoir payer du chômage supplémentaire. Et ça fait que les plus de 55 ans, mais moins de 65, parce que ce ne sont pas des boomers, vont se retrouver à avoir le chômage plutôt que la retraite. Parce que bon, ils auraient été boomers, ils auraient été privilégiés. D'ailleurs, ils votaient Macron. Tandis que là, ils sont dans la catégorie de la population qui bosse et qui se fait pressurer, donc tant pis pour eux. Donc quand on nous explique qu'il y a un financement, non, il n'y a pas de financement. Et d'ailleurs, la réforme, même qui a été votée, n'a pas de financement non plus. L'idée, c'est simplement ce que vous disiez, envoyer les gens vers les caisses de chômage, parce que payer du chômage, ça coûte moins cher. Et en plus, ça permet de prélever encore de l'argent aux actifs en disant « Ah ben c'est pour votre chômage ». Donc ça permet de les faire encore plus payer. L'idée générale de ce gouvernement étant quand même comment on va saigner les forces vives du pays. C'est-à-dire le fondement politique et social de la Macronie, c'est comment saigner les gens qui travaillent au profit des inactifs et les protéger et les privilégier. C'est ça le fondement politique de la Macronie. Donc quand on nous explique qu'aujourd'hui on ne peut pas examiner la question, bah, si Éric Coquerel trouve qu'on peut, bah, si on peut. C'est comme pour le Conseil constitutionnel. On peut trouver que le Conseil constitutionnel, comme moi, dit n'importe quoi, mais on nous oblige à suivre ses décisions. Bah, qu'on suive la décision de M. Coquerel. Alors, si on résume tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure avec ce début, cette réforme des retraites, on a quand même vu qu'il y avait une forme de confiscation des débats au sein du Parlement. Alors, on a beaucoup ciblé, encore une fois, ces amendements de l'opposition, et in fine, c'est quand même surtout la majorité, ou plutôt la minorité présidentielle, qui s'est occupée de museler les débats. On voit que le Conseil constitutionnel, finalement, n'a pas vraiment fait son travail, n'est pas vraiment le garde-fou auquel on pourrait s'attendre. On voit que là, aujourd'hui, la proposition de loi Lyotte a peu de chances de voir le jour, puisque la Macronie en a décidé autrement. On voit que lors des manifestations, la répression est quand même pas négligeable, et que l'encadrement est quand même discutable, comme je l'ai dit dès le départ. On a quand même le sentiment que finalement, aujourd'hui, il faut surtout se taire, quoi. Oui, il y a quelque chose de très intéressant en termes d'évolution de long terme, qui est de dire, bon, il y a des gens qui savent, et vous êtes surtout là pour vous écraser. Alors, quand on voit les performances des bons hommes qui savent, on
peut être quand même habité un peu par le doute. Moi, je me souviens des déclarations d'il y a encore un an, pendant la campagne présidentielle, un petit peu plus d'un an, où un certain nombre d'opposants disaient qu'il y avait un risque de crise inflationniste. Et on se faisait traiter de nazis, grosso modo, lorsqu'on expliquait qu'il y avait peut-être un risque de crise inflationniste et d'augmentation des taux d'intérêt. C'est quand même, pendant la présidentielle, on a eu ce débat-là. Il y avait un vrai débat sur le pouvoir d'achat, sur l'érosion monétaire, sur la hausse des taux d'intérêt. Et vous disiez ça, vous êtes un méchant complotiste. Pas l'impression que ce soit tout à fait un complot. Les gens qui sont en train de négocier un crédit immobilier ou qui vont faire leurs courses s'aperçoivent très bien que c'est pas tout à fait un délire complotiste. Mais enfin bon. Il y a effectivement une volonté de faire taire les gens. Et alors, ce qui est encore plus ahurissant, c'est de faire taire le Parlement. Enfin, je veux dire, littéralement, ils sont là pour parler. Moi, je suis très content que des députés passent des mois à travailler, et même des années, à examiner une même proposition de loi. Quand on nous dit qu'il faut absolument même encadrer les débats, que ce soit le plus court possible, enfin, c'est important. Quand on fait un procès, désolé, je reviens souvent à l'exemple de ma profession, parce que c'est assez instructif, les magistrats nous disent il va y avoir des échanges de conclusions, et en fait, pour arriver à une bonne décision, il va falloir 2 ans d'échanges et de discussions. C'est ce qui se passe dans une procédure. Même une procédure simple, c'est des échanges de conclusions pendant 2 ans, pour avoir des décisions de bonne qualité. Et là, on nous dit, non, franchement, là, les retraites, c'est 12 milliards, c'est 2 ans de plus avant de pouvoir partir à la retraite. On va condenser ça en 2 mois, parce que ce n'est pas un sujet important. Un sujet qu'on peut traiter sur un coin de table n'est pas un sujet sérieux. Qu'on fasse ça sur des petites lois à la noix, la Xème réglementation pour pourrir la vie de je ne sais quelle entreprise en France, je peux comprendre qu'on aille rapidement. Mais en fait, il faudrait qu'il y ait un débat. Et le problème qu'on a avec ce gouvernement aussi, c'est que tout est fait généralement au pas de charge pour éviter que le débat puisse s'installer. Parce que tant que vous avez un débat relativement court, vous avez votre propagande assez efficace, on n'a pas le temps de trop poser de questions, les temps de parole sont quand même conçus pour que les opposants n'aient pas trop voix au chapitre. C'est suffisamment bref pour pouvoir, à la hussarde, emporter l'adhésion de l'opinion, ou plus exactement, ne pas avoir trop de résistance dans l'opinion. Plus ça dure, plus les gens se rendent compte que, en fait, c'est n'importe quoi, on est gouverné par des abrutis. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs ce dont on s'est rendu compte avec les toutes petites retraites, par exemple, qui devaient être valorisées, et puis finalement... Exactement, on a eu un mensonge flagrant. Accessoirement, ça aussi, ça aurait justifié une censure par le Conseil constitutionnel, mais pour une pure raison de forme, en disant, en fait, les débats n'ont pas été sincères. La logique, d'ailleurs, de la sincérité des débats parlementaires, qu'est-ce que c'est ? C'est que les parlementaires n'ont pas les moyens de tout vérifier eux-mêmes. C'est-à-dire déjà, ils n'ont pas humainement le temps. Puis en plus, ils ont un budget où ils ont droit à 3 assistants. Il y en a une partie qui utilise ces assistants pour mettre des potes. Il y en a quelques-uns qui utilisent ces assistants pour mettre des gens qui travaillent. Mais vous n'allez pas, avec 3 assistants, payer 2 SMIC. Ils sont moins bien payés, les deuxièmes, normalement. Exactement. Mais vous n'allez pas pouvoir tout contrôler. Donc l'idée, et je comprends qu'on l'ait, peut-être que c'est une bonne façon de faire des économies budgétaires, peut-être que c'est efficace, mais l'idée fondamentale, c'est que le Premier ministre et les ministres doivent dire la vérité sur les faits et leurs données et leurs projections, puisque ce sont eux qui ont l'appareil d'État. Vous pouvez, en tant que Premier ministre, dire « je vous propose de voter une loi qui aura tel et tel effet néfaste, que vous trouvez néfaste, mais qui en fait sont bénéfiques. Il y aura tel et tel effet indésirable, mais en fait la loi est bénéfique dans son ensemble, donc il faut la voter ». Ça, vous pouvez. Mais utiliser l'appareil d'État qui est contrôlé par les ministres pour mentir au Parlement, c'est une fraude. C'est absolument frauduleux. Vous n'êtes pas censé utiliser l'appareil d'État pour mentir. Vous n'êtes pas censé dire à vos fonctionnaires « Bon, vas-y, raconte n'importe quoi, on va enfumer ces abrutis de parlementaires. De toute façon, c'est moi qui ai les données, c'est moi qui ai l'argent, donc c'est moi qui vais faire ce que je veux. Et je vais mentir aux parlementaires pour pouvoir obtenir leur adhésion. » Normalement, le Conseil constitutionnel, et c'est pour ça qu'il avait été créé, aurait dû intervenir. Et ce qui est très intéressant sur le Conseil constitutionnel, c'est qu'aujourd'hui, il fait tout sauf ce pourquoi il avait été créé. Aujourd'hui, il nous explique qu'il va faire du contrôle de constitutionnalité, respect des normes constitutionnelles, la déclaration des droits de l'homme, le machin, tout ça. C'est quand même un abus de pouvoir. Ils ne sont absolument pas censés faire ça. Ils se sont donné ce pouvoir-là en 71, d'ailleurs en attendant bien que le général de Gaulle soit mort, parce que de son vivant, ce ne serait pas passé. Ils ont commencé à faire du contrôle de respect des libertés fondamentales, où ils ont largement imposé, pas seulement, mais largement imposé leur propre délire, le principe de fraternité, ce genre de choses. Complètement ridicule, c'est leurs idées, c'est juste de la politique. Par contre, à force ils font complètement autre chose, mais le cœur de leur travail, qui est ce pourquoi ils ont été créés, ils ne le font pas du tout. Ils sont censés vérifier que la procédure parlementaire est respectée. Ils sont censés vérifier que le Parlement ne se fait pas marcher dessus par le gouvernement, par exemple. C'est pour ça qu'ils sont là. À la base, c'est un chien de garde dans la répartition des rôles entre
le Parlement et le pouvoir et les ministres. C'est pour ça qu'ils ont été créés. C'est à ça qu'ils sont. C'est vraiment la seule raison d'être là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est censé avoir. On permettait aux anciens présidents de la République aussi d'y aller. C'est dit que ça avait une certaine expérience. Le fait qu'on n'ait pas des purs juristes, c'est parce que c'est de dire que c'était vraiment une question de droit public et de respect des institutions plus que de se poser des questions purement juridiques. Mais ça, ils ne le font pas. Et le Conseil constitutionnel là-dessus a manifestement laissé passer quelque chose qu'on ne peut pas qualifier autrement qu'une fraude, un mensonge. Alors que le principe de sincérité des débats parlementaires aurait dû justifier une censure. Mais alors comment ça s'appelle ça ? C'est de l'abus de droit ? C'est du détournement du droit ? Comment ça s'appelle ? Alors en l'occurrence, c'est une violation de la sincérité des débats. Je vais vous le dire en version plus simple, c'est un mensonge. Vous n'avez pas le droit en tant que ministre dans un débat parlementaire concernant l'adoption d'une loi de mentir au sujet de ce que vous dit l'appareil d'État. Vous pouvez mentir sur d'autres choses. J'ai le soutien de l'opinion publique, ma réforme est bonne, ça vous pouvez. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'appareil d'État que vous contrôlez en tant que ministre, mais qui appartient à tout le monde. L'appareil d'État n'appartient pas à Olivier Véran ou n'importe quel autre des stagiaires qui nous gouvernent. L'appareil d'État appartient à tous et on n'est pas censé s'en servir pour tromper ceux qui sont censés vous contrôler. Vous êtes dans une entreprise, vous voyez qu'il y a un conseil d'administration et le président utilise l'entreprise pour faire des fausses projections, donner des fausses pièces, expliquer qu'il a remporté des marchés qu'il n'a pas remportés, dissimuler des pertes qu'il a subies. Et le président utilise ces données-là pour mentir à l'Assemblée générale des actionnaires. Il est sanctionné. C'est normal d'ailleurs. Dans n'importe quelle société commerciale, ça se passe comme ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous pouvez aller en prison pour ce genre de choses. Sauf qu'en France, là, on voit que les gens qui sont l'équivalent des dirigeants sociaux, l'équivalent du président, du directeur général et ainsi de suite, utilisent les données de l'État pour pouvoir mentir au Parlement lors de l'adoption d'une réforme. Dans un fonctionnement, dans un État normal, le Conseil constitutionnel aurait dû sanctionner uniquement sur ça, en disant « je ne vais pas regarder le fond ». Mais en fait, moi, j'ai un travail qui est de vérifier s'il y a eu un vrai débat. Et si vous avez menti au Parlement ou si vous lui avez dit la vérité, je vois que vous avez menti. Je vois en plus, parce qu'ils ont été forcés de l'admettre, que vous avez avoué avoir menti. Donc il n'y avait même pas de débat. C'est-à-dire que vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est dire attendez, vous êtes censé être sincère, vous avouez que vous avez menti. Oui. Enfin voilà, désolé, la décision tenait en 3 lignes. Alors paradoxalement, on voit qu'il y a une tolérance absolument incroyable à l'égard de ce gouvernement et de sa façon de gérer la loi et de s'en accommoder. À l'inverse, on voit que pour les Français, c'est un peu plus compliqué. Et je vous propose de regarder un tout petit sujet très court sur finalement des faits assez peu importants, mais pourtant les sanctions, elles existent. Fin mars dernier, quand Valérie reçoit la visite à son domicile de policiers pour l'interpeller, elle croit d'abord à une plaisanterie. Ce n'était pourtant pas un canular. Cette ancienne gilet jaune d'une 50aine d'années a été placée en garde à vue pour avoir fait une publication sur les réseaux sociaux où elle appelait le président de la République l'ordure. Elle doit comparaître en juin prochain devant un tribunal correctionnel et risque 12 000 € d'amende pour outrage envers personne dépositaire de l'autorité publique. Valérie n'est pas un cas isolé. Claude, 77 ans, a aussi fait les frais du peu d'humour présidentiel. Quand le sexagénaire apprend qu'Emmanuel Macron déclare avoir très envie d'emmerder les Français non vaccinés, il installe sa réponse au grillage de sa maison. Macron, on t'emmerde. On a voté pour lui au départ parce qu'on s'est dit, bon, faut lui laisser sa chance et tout. Mais on ne savait pas qu'il allait nous emmerder comme ça. Claude risquait 1 an d'emprisonnement et 1 000 € d'amende. Il a finalement été condamné à un stage de citoyenneté. Pas de quoi lui retirer le sourire. J'ai dit, écoute, ton baratin, j'en ai rien à foutre, mais on va se marrer. Bon, comme je l'ai dit, Claude garde le sourire, mais c'est quand même un peu perturbant tout ça, parce que finalement, ce pouvoir qui parvient un peu à faire ce qu'il veut, à arranger les lois comme il le souhaite, et puis ces Français qui n'ont même plus le droit d'en rire, quelque part. Alors oui, c'est perturbant, et malheureusement, c'est plus grave que simplement le pouvoir exécutif. Les 2 fois, un procureur est intervenu, et des policiers sont intervenus. Alors les policiers ne sont pas forcément censés être juristes, le procureur l'est. Je veux dire, si vous n'êtes pas juriste, vous ne devenez pas magistrat. Donc là, le procureur, apparemment les 2 fois, a retenu la qualification d'outrage.
Un outrage, c'est écrit dans le code pénal. Hein. Enfin, je pense qu'il y a un ouvrage à acheter, enfin, en l'occurrence, il est fourni gratuitement. Quand vous êtes procureur, c'est le code pénal, quoi, pour partir sur des bases. Enfin, le code pénal, le code de procédure pénale, pour avoir des débits, un peu des bases de son propre métier, quoi. Exactement, ça aide. Là-dessus, donc, quand vous voulez condamner quelqu'un, vous envisagez de le condamner, la première chose que vous faites, c'est que vous ouvrez le code pour voir si le délit que vous pensez lui reprocher est dans le code. Ça paraît être une idée qui paraît pas stupide. Quoi. Puis c'est pas comme si c'était long, quoi. C'est juste ouvrir à la bonne page. Faut la trouver, la bonne page. Oui, il faut la trouver exactement. Et là, qu'est-ce que l'outrage ? C'est un propos ou une image adressée à un dépositaire de l'autorité publique, en tant que dépositaire de l'autorité publique. Donc il faut que le propos ou l'image soit adressé à la personne. Là, visiblement, une publication sur un mur Facebook n'est pas adressée à Macron. Elle est adressée aux gens qui y arrivent sur la page Facebook. Alors, sauf si on me dit Macron était abonné au compte de cette dame, mais je suis quand même un peu plus sceptique. Quand on dit devant sa petite maison, ce vieux monsieur avait mis un Macron, on t'emmerde. Si vous me dites Macron passe tous les jours devant cette maison, parce qu'elle est juste à côté de l'Élysée, bon, je suis pas sûr, mais ok, je vois un peu l'idée. Là, non. Enfin, je sais pas où il habite, mais visiblement, c'est pas Faubourg Saint-Honoré. Donc dans les deux cas, vous regardez, mais le magistrat normal, regarde, il dit, mais c'est pas un propos adressé à Emmanuel Macron. Et quand je dis c'est le propos doit être adressé à Emmanuel Macron, c'est vraiment ouvrir le texte. Encore une fois, il est normal que même les simples citoyens n'aient pas forcément ce réflexe-là. Mais en fait, quand vous êtes juriste, vous êtes censé regarder les textes que vous appliquez. Sinon, encore une fois, vous changez de métier, vous allez élever des chèvres, il y a plein d'autres professions. Là, le procureur voit qu'il n'y a pas d'infraction, il poursuit quand même. Alors, ça pose la question de est-ce qu'il est nul ? C'est possible. Hein. Mais enfin, bon, il y a quand même un vrai problème. Le raisonnement que je viens de vous présenter, c'est pas le haut raffinement juridique. C'est vraiment la base. Moi, si j'ai un stagiaire qui n'arrive pas à faire ce genre de raisonnement, je lui dis, écoute, fais un autre métier, fais du marketing, enfin ce que tu veux. Mais essaie de pas embêter les gens sérieux. Donc, c'est un raisonnement de base qui n'a pas été fait. Donc, il y a un problème potentiel d'incompétence grave. Donc à ce moment-là, il faut révoquer le magistrat parce qu'il est trop nul. Il ne faut pas laisser quelqu'un être procureur ou substitut du procureur en étant aussi mauvais. C'est comme un médecin qui confond un cancer avec une grippe. C'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il soit médecin. Il faut qu'il aille faire une autre activité. Plus vraisemblablement, c'est la passion politique qui aveugle son jugement. Et ça veut dire qu'il n'a pas fait son travail de magistrat et qu'il sait qu'il fait quelque chose d'illégal. Il y a une deuxième chose, alors c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est de regarder la jurisprudence sous le code. Je ne sais pas si vous avez vu, souvent il y a des entretiens où on voit des avocats ou des magistrats avec des gros codes rouges ou bleus. Et en fait, il y a le code, la loi qui est écrite, puis en fait, il y a les arrêts, la jurisprudence importante. Alors, c'est quand même, enfin, si on l'a écrit dans le code, c'est parce que c'est intéressant à lire, quoi. C'est bon. Vous regardez, vous avez CEDH, liberté d'expression, en matière politique, la liberté d'expression à des bornes extrêmement larges lorsqu'il y a un débat. Donc, par exemple, le fait de dire que j'emmerde les non-vaccinés, ils vous emmerdent. Il y a un débat sur la question de comment faut-il traiter les non-injectés, faut-il les traiter comme des sous-hommes, est-ce qu'on les traite comme des citoyens à part entière. Bon. Vous lisez la jurisprudence sous le code, qui quand même est une base, hein. C'est vraiment le manuel. Vous voyez que c'est pas illégal, on a le droit de faire ça. Et puis l'existence de la CEDH, encore une fois, vous êtes pour, vous êtes contre, mais si vous êtes magistrat et que vous ne connaissez pas l'existence de la CEDH, encore une fois, vous changez de métier, vous allez élever des chèvres. Là-dessus, on voit des magistrats qui, en connaissance de cause, très vraisemblablement, violent le code pénal, profitent de ce que les gens sont ignorants, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un bon avocat, ça arrive, qui se disent, même si j'arrive pas à les condamner, je vais les intimider, parce que même si vous n'êtes pas condamné, c'est quand même très désagréable d'avoir même la mention de vous encourez 1 an de prison. Quand la police débarque chez soi pour venir nous arrêter devant les voisins, on a l'impression qu'on est un criminel. Exactement. Ce qui est là encore extrêmement grave. Nous serions au Royaume-Uni où ils ont un habeas corpus et pas nous. L'idée de on ne peut pas arrêter les gens pour rien. Je suis désolé, j'adore mon pays, je ne veux pas avoir l'air de critiquer, mais en ce moment, on est quand même une tendance aux arrestations arbitraires et à la restriction des libertés qui fait se dire j'aimerais être dans un endroit un peu plus civilisé. Mais les policiers auraient dû refuser l'ordre. Visiblement, il n'y a pas d'infraction. Quand vous mettez quelqu'un en garde à vue, ce que fait le policier, il regarde l'infraction qui vous est reprochée, il vous pose des questions dessus. Là, le policier ouvre le texte, il dit c'est pas adressé. C'est le policier qui s'expose ensuite à avoir des sanctions, à avoir des problèmes. Ah oui, mais en fait, le problème, c'est que si personne ne fait preuve d'intégrité, on ne va pas avancer. C'est-à-dire tout le système, même ce qui a fait la grande force de l'Occident en termes de respect des libertés et même ensuite de prospérité économique, c'est qu'à un moment, les gens se disent
j'obéis à la loi plutôt qu'à mon chef. C'est le fondement juridique et politique de l'Occident. Et c'est ça qui nous a garanti autant de liberté. C'est qu'à un moment, il n'y a pas un autocrate qui vous donne ou un petit chef qui vous donne des ordres et vous faites absolument tout ce que vous dites. C'est vous vous dites, en fait, j'obéis à la loi, j'obéis pas à Jean-Pierre, qui d'ailleurs sera probablement remplacé par Jean-Michel dans 2 mois ou dans 3 ans. Mais c'est ça le fondement. Sinon, ça ne marche pas. Là-dessus, les policiers auraient dû refuser de l'arrêter. Dans un état normal, les policiers auraient dit, non mais attendez, monsieur le procureur, visiblement, il n'y a pas d'infraction. Donc moi, je ne vais pas aller séquestrer quelqu'un. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, c'est une séquestration. Si vous-même, vous séquestrez quelqu'un... Alors, à ce sujet, je vous interromps, je me permets, parce qu'on a vu une affaire il n'y a pas très longtemps où un monsieur était cambriolé, il parvient à retenir pendant 20 minutes, en attendant l'arrivée des forces de l'ordre, l'un des cambrioleurs chez lui. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour séquestration. Ah oui, alors c'est là qu'on se retrouve dans une vision un peu inquiétante du magistrat, c'est que d'un côté, vous avez un bon nombre de magistrats qui visiblement tolèrent, notamment de procureurs qui tolèrent les gardes à vue arbitraires, qui sont des séquestrations massives et évidentes, en plus par des dépositaires de l'autorité publique, ce qui est encore plus grave. Quand on donne un insigne, un badge à quelqu'un, c'est pas pour qu'il s'en serve pour se comporter comme un enfoiré. Moi, je ne paie pas des impôts pour que les policiers se comportent encore plus mal que les voyous. Et encore une fois, je ne dis pas tous les policiers. En fait, le problème, c'est qu'en plus, il y a plein de gens très bien. Il y a une petite minorité de sagouins, un peu comme à peu près partout d'ailleurs. Mais ensuite, quand vous dites dans l'exemple que vous citez, qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il aurait séquestré la personne. Alors, vous avez un cambrioleur, apporter son concours aux forces de police, parce que retenir quelqu'un, c'est apporter son concours aux forces de police. Apporter son concours aux forces de police est légal. Quand vous avez un casse, les policiers disent au voleur, au voleur. Vous mettez votre voiture en travers des voyous qui essaient de s'en aller avec le produit du casse de la bijouterie, vous n'allez pas vous faire sanctionner pour atteinte à la circulation. Non mais heureusement, vous êtes, même vous, citoyens, vous assistez à une infraction, vous essayez de l'empêcher. Ah non, alors là, non, c'est quand même très grave. Vous voyez une fille en train de se faire violer. Oui, écoutez, monsieur, arrêtez de vous mêler des affaires des autres, ça va. Ouais. Vous avez retenu ce monsieur, il était en train de violer cette fille, laissez-le faire. Imaginez l'affaire, parce que le raisonnement est transposable à toutes les infractions. Vous voyez un type qui est en train de violer une fille de 17 ans, vous intervenez, vous protégez la fille, et puis vous maintenez le bonhomme pendant que la fille appelle la police. Là, on vous dit, écoutez, monsieur, écoutez, il a violé cette jeune dame, voilà, ça peut arriver, c'est aussi son expression personnelle, de quoi vous mêlez-vous non mais, je veux dire, imaginez que ça arrive. Imaginez qu'une personne qui est retenue, un violeur, 20 minutes, le temps que la police arrive, soit poursuivie avec l'accord du ministère de la Justice pour avoir aidé la police à appréhender le violeur. Je veux dire, le procureur qui ferait ça serait viré. Le ministre de la Justice irait sur tous les plateaux de télévision expliquant que ce procureur est un abruti, qu'il l'a viré le matin, mais que le mec a pris ses affaires d'ailleurs la veille. Enfin, que vraiment, il n'a rien à voir avec tout ça, que c'est inimaginable, que évidemment, on a le droit d'intervenir. Enfin, il y aurait une crise politique monstrueuse. Je donne cet exemple-là parce que ce serait choquant. Imaginez, vous avez un attentat, vous retenez un bonhomme qui va aller poser du C4 pour faire exploser un bâtiment public. Et là, vous dites, oui, il y avait un terroriste, et je l'ai retenu pour le temps que la brigade antiterroriste puisse intervenir. Ah non, vous auriez dû le laisser partir. Non, vraiment, ce monsieur était allé commettre un attentat. J'ai pas voulu embêter la police en le retenant de force le temps qu'il soit interrogé. Mais vous vous moquez du monde, vous racontez ça, les gens croient que c'est une blague. Vous connaissez l'histoire de Jawad, tout qui disait, ouais, je savais pas et tout. Mais type qui vous dirait même... ça passerait en boucle dans les émissions de télévision. Je pense que ça deviendrait un mème assez vite. Et les gens, pour ça qu'on se moque du monde. Mais tout ça dans un monde normal, mais on a le sentiment qu'on n'y est plus vraiment. Alors oui, et il y a une évolution effrayante là-dessus concernant la légitime défense, qu'on avait vu d'ailleurs chez Emmanuel Macron il y a 1 an à peu près, où il avait dit que lui-même était contre la légitime défense, que les gens ne devaient pas se défendre eux-mêmes ou protéger les autres victimes d'infractions. Donc déjà, le fait que le chef du pouvoir exécutif explique en France qu'il est opposé à l'application du code pénal, bon, c'est original, quoi, c'est créatif, on ne serait pas forcément attendu à ça il y a 20 ans. Mais malheureusement, il y a une évolution de fond assez effrayante de se dire les gens doivent se comporter comme des moutons, ils ne doivent pas se défendre. Vous avez des cas, que j'ai connus, je donnais cet exemple-là, ce n'était pas moi qui l'avais plaidé, mais on me l'avait raconté, j'avais vu les affaires. Vous avez un bonhomme qui avait par exemple défendu sa compagne qui avait été menacée de viol, et il avait été poursuivi pour violence aggravée sur le type qui essayait de violer sa copine. À un moment, tu es là, non mais je suis désolé,
Le type est avec sa copine, tu essaies de la violer, le type te casse la gueule, je suis vraiment désolé, en plus je crois qu'ils étaient plusieurs, tu l'as un peu cherché quand même. Dans un pays normal, le type recevrait plutôt une médaille en fait. Bien sûr. Et puis je pense en tant que femme, on se dit, ouais, je préfère avoir un ami qui me défende plutôt que mec qui a, ah écoute, là c'est ton problème, j'ai pas envie de me mêler de légitime défense, parce que Macron a dit que c'était quand même pas du tout civilisé, je pense que je vais te laisser faire et tout, tiens, voici du lubrifiant. Donc je pense que c'est pas ça qu'on attend de quelqu'un de civilisé. Et ce que nous dit par contre Macron, et ce que nous disent un certain nombre de magistrats, c'est ça qui est effrayant. C'est, nous devrions laisser faire les infractions. Nous ne devrions pas nous défendre et nous ne devrions pas protéger nos proches. Mais ça, c'est extrêmement grave. Vous regardez un enlèvement d'enfant, vous n'êtes pas censé intervenir. Enfin, vous voyez un enfant qui se fait enlever. Enfin, j'espère bien que les gens vont le faire. À ce sujet, alerte enlèvement, tel petit enfant a disparu, etc., etc. N'intervenez pas seul. Hein. Exactement. Non, mais je veux dire, que les gens, par prudence, souhaitent ne pas intervenir seuls, parce que si c'est un criminel, peut-être qu'il est armé et que je peux avoir peur. Que les gens aient peur et veuillent se protéger, je peux tout à fait comprendre. Mais l'idée de dire aux gens, vous devez absolument laisser commettre les infractions et vous ne devez surtout pas aider à leur répression, sauf en dénonçant, parce que vous savez, la dénonciation, c'est très apprécié en France. Enfin, maintenant, c'est très apprécié. C'est très révélateur d'une évolution de la société qui est de dire, vous devez de plus en plus vous comporter comme des moutons. Seule la police doit intervenir. En plus, quand il s'agit des vraies infractions, la police et la magistrature sont, on va dire, relativement passives. En France, je ne exemple là, en vrai, un viol en France, c'est 1 an de prison. Donc, c'est assez babacool. Si encore il y avait une véritable sanction, je pourrais comprendre qu'on dise... Je serais contre, mais je pourrais comprendre qu'on dise aux gens n'intervenez pas. Enfin, vu l'état de la répression, on peut se poser des doutes. Mais malheureusement, et ça explique la condamnation de ce monsieur en première instance, dont j'espère qu'elle sera annulée en appel, pour être tout à fait précis, s'il a le temps d'aller en cour de cassation, ça cassera devant la cour de cassation. Il faut juste qu'il ait la patience d'y aller. La cour de cassation ne laissera jamais passer un truc aussi délirant. Mais là-dessus, il y a une idée, c'est un bon nombre de magistrats, de vous devez vous comporter comme des moutons et vous laisser faire. Vous ne devez pas vous protéger vous-même. Il y a quelque chose de très révélateur dans la vision qu'on a de la population. La population devrait, littéralement, est encouragée à se comporter comme une victime et elle peut être punie lorsqu'elle ne se comporte pas comme une victime. C'est pour ça que je me permettais de donner l'exemple de ce monsieur qui avait été poursuivi pour violence aggravée alors qu'il défendait sa compagne. Enfin, je veux dire, il y a à peu près personne de normal vous dirait par exemple dans une soirée, bon, c'est vrai que c'est choquant, il a défendu sa copine. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Philippe Prigent, pour conclure cette émission, on s'était déjà vu à l'occasion de l'affaire McKinsey, avec ses recours au cabinet de conseil fréquents et dispendieux, j'allais dire. On connaît l'affaire Alstom, que certains évoquent sous le nom de pacte de corruption vis-à-vis de la campagne d'Emmanuel Macron. On sait qu'il y a aussi une affaire de conflit d'intérêts potentiel entre le Premier ministre et la société Eiffage avec les autoroutes et les marchés publics. Comment ça se fait que tout ça ça prenne autant de temps? Alors je veux bien que les dossiers soient particulièrement complexes, je n'en doute pas, mais comment tout cela va si lentement? Soit dit en passant, c'est pas allé si lentement quand il s'agissait de François Fillon en 2017. Comment tout ça va si lentement alors que par contre la justice trouve opportun de s'attacher au cas de Claude qui met Macron 3 petits points sur sa banderole. Comment la justice prend le temps de s'occuper de ce type d'affaires et ne prend pas, alors bien sûr c'est pas les mêmes magistrats, mais quel est le mot d'ordre qui est donné? Pourquoi ce système fonctionne comme ça aujourd'hui et que peut-on encore faire? Alors, il y a une explication de contexte et il y a la situation concrète. Le contexte, c'est que malheureusement, et ça explique le temps de façon générale des affaires judiciaires, le budget de la justice en France est ridiculement faible. Ouais, mais bon, s'il est attelé pour Claude, alors, ça en plus, ça aide forcément. pas. Mais à la base, je l'ai appris récemment par un magistrat d'ailleurs, nous avons la proportion de juges par habitant de l'Azerbaïdjan. On n'est même plus dans les pays civilisés. Enfin, on a arrêté, en fait, on a laissé tomber. C'est pas qu'on est en fin de première ou de deuxième division, c'est qu'on a littéralement décidé de ne plus être au niveau professionnel. J'ai rien contre les Azéris, mais enfin, si je vous dis on est au niveau de l'Azerbaïdjan, vous êtes là, ok, on a laissé tomber. Donc, ça explique aussi pourquoi la justice va lentement. Et d'ailleurs, c'est un des aspects qui n'est pas du tout au détriment, enfin, à cause des magistrats, parce qu'il y a beaucoup de magistrats, heureusement, qui font tourner la boutique. Mais on n'a vraiment pas d'argent pour faire fonctionner la justice, et c'est absolument scandaleux. Enfin, vous allez en Hongrie ou en Pologne, les gens se foutent de notre gueule. Moi, j'aurais pas imaginé forcément qu'en Hongrie ou en Pologne, les gens disaient bon, la France, c'est pas vraiment un pays civilisé, quoi. Vous êtes un peu arriérés. J'ai rien contre les Polonais et les Hongrois, mais enfin, quand même, on pourrait essayer d'être à leur niveau, ou déjà un peu au-dessus des Azéris. Donc ça, c'est un premier aspect qui explique pourquoi ça prend beaucoup de temps, objectivement. Et comme les affaires sont assez complexes, objectivement,
vous n'avez pas beaucoup de moyens pour travailler et en plus c'est compliqué, forcément vous n'allez pas vite. Ça, c'est une véritable explication de contexte. Et c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Et il y a beaucoup d'affaires pénales ou civiles qui vont lentement parce que l'État se comporte comme un gros pingre vis-à-vis de la justice. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ensuite, spécifiquement concernant les affaires que vous avez mentionnées, clairement, de la part des magistrats qui sont en charge de ça, il y a un deux poids deux mesures. Et c'est pour ça que j'insiste sur de la part des magistrats qui sont en charge de ça. C'est-à-dire que ce qui fait que la France, le système judiciaire français n'est pas complètement effondré, c'est que vous avez en fait une majorité de magistrats qui bossent énormément et qui fait tenir la boutique avec des bouts de ficelle. C'est d'ailleurs assez étonnant que ça tienne aussi bien avec aussi peu d'argent. Et j'allais dire un peu comme dans la police, vous avez une petite minorité de sagouins qui sont malheureusement à l'endroit où ils peuvent faire le plus de dégâts. Probablement d'ailleurs qu'on était assez content qu'ils soient à cet endroit-là parce que vous avez plein de magistrats intègres qui traitent des affaires civiles en cour d'appel, par exemple. Mais bon, ceux-là, on n'en entend jamais parler. Et vous avez visiblement une très grande hostilité envers les adversaires politiques. Le traitement des affaires Sarkozy, par exemple. Moi, j'aime pas beaucoup Sarkozy, à titre personnel. J'aime pas trop ce qu'il a fait comme président de la République. Moyennant quoi, les condamnations récemment pour soi-disant corruption, c'était absolument ridicule. Ça ne tient pas debout. Ou ce qui s'est passé avec Fillon, la célérité avec Fillon, on voit bien que c'était pour abattre Fillon avant la campagne présidentielle, surtout qu'après, l'affaire a mis des années à être jugée. Donc, visiblement, il n'y avait pas particulièrement d'urgence. Puis quand on voit que pour Bruno Le Maire, personne ne se pose la question, alors que bon, voilà, on aurait pu aussi s'interroger. On voit que sur Éric Ciotti, maintenant que Ciotti a maintenant les LR sont le marchepied de la Macronie pour faire tenir le Parlement, Ciotti, apparemment, il y avait des choses un peu bizarres avec sa femme assistante parlementaire, mais bon, comme maintenant c'est un bon chien, personne ne se pose de questions et on laisse passer. C'est ça qui est en train de se passer. Et il y a envers la Macronie, alors la volonté d'aller lentement, parce que les magistrats qui sont en charge de ça sont au fond macronistes. C'est-à-dire que le problème n'est pas un manque le problème n'est pas un manque d'indépendance. C'est pas qu'ils manquent d'indépendance. Ils ont toutes les garanties possibles et imaginables. Vous êtes magistrat, vous êtes essentiellement invirable. Vraiment. Je vais vraiment que vous tuiez quelqu'un, vous êtes invirable. L'inamovibilité, et c'est très bien, est extrêmement forte en France. En revanche, lorsque les magistrats sont eux-mêmes partiaux et considèrent que leur partialité est légitime, à ce moment-là, il y a beaucoup de dérives. C'est ce qu'on a au sein du parquet national financier. On a beaucoup de magistrats qui, entre eux, n'ont plus la proportion suffisante de type intègre qui disent non. Je donnais l'exemple des constitutionnalistes qui avaient pu voter Macron et qui disaient la réforme Macron, le passage de la réforme des retraites était en violé la Constitution. L'exemple de François Sureau, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui vote Macron. Il a fait campagne pour Macron, il donne de son temps gratuitement pour Macron, alors qu'il pouvait quand même facturer comme un goré parce qu'il était très bon. Non mais c'est pas un reproche, mais quand il passe du temps à travailler pour Macron, il est vraiment en train de perdre de l'argent. Et c'est vraiment un macroniste convaincu, mais qui vous dit, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des violations des libertés. C'est ce que j'appelle le bonhomme intègre, qui commence à se dire, attendez, c'est pas juste je suis là pour aider les copains, en fait il y a des règles et on va respecter les règles. Et le système tient, notamment le système judiciaire, lorsqu'il y a suffisamment de gens qui disent je peux avoir mes passions politiques, qui sont tout à fait compréhensibles, mais en fait je considère que je suis là pour obéir à la loi. Et c'est une mentalité qui n'existe peut-être pas dans toute la population, je peux tout à fait le comprendre, mais qui doit exister chez les juristes. Si vous êtes juriste et que vous considérez que la loi est une farce, il y a un problème. Et le problème, maintenant, au sein du parquet national financier notamment, est que l'idée qu'on devrait respecter la règle n'a plus de sens. Il y a trop peu, voire plus du tout, de gens intègres pour dire « non mais attendez, ça c'est illégal ». C'est ça qui devrait jouer. Ce qui bloquait les gens. Il y a toujours eu des gens malhonnêtes et qui laissaient leur passion politique prendre le pas sur le respect de la règle. C'est vieux comme le monde. Mais avant, il y avait une masse critique de bons hommes honnêtes qui disaient « Jean-Pierre, je déteste Nicolas Sarkozy comme toi à titre politique et j'ai comme toi voté Macron, mais pardon, mais là Sarkozy n'a rien fait donc il n'y a pas de raison de le sanctionner. Et là les copains de Macron ont fait quelque chose de scandaleux donc on va le sanctionner. Ce qui compte c'est la loi, c'est pas les opinions politiques. Vous aviez ça. On a ça dans un certain nombre d'opinions de la Cour suprême américaine, par exemple. Il y en a un juge qui était disparu il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelait Antonin Scalia, par exemple. Scalia avait rejeté un recours contre une loi locale qui autorisait la marijuana, la drogue. Et il disait, à titre personnel, je suis violemment opposé à la légalisation de la drogue. Je pense que c'est complètement stupide. Par contre,
La Constitution des États-Unis fait que je ne peux pas intervenir, donc je ne vais pas sanctionner cette loi. Il a vu cette intégrité de se dire, en fait, j'ai mes positions personnelles, et si on me demande mon avis en tant que citoyen, je voterai d'une certaine manière. Et on savait très bien qu'il y avait des hommes politiques qui n'appréciaient pas du tout à titre personnel, mais il avait cette volonté de respecter la règle. Malheureusement, c'est un certain nombre de magistrats, procureurs et aussi de magistrats du siège qui jugent, il n'y a plus cette intégrité. Et je m'empresse de préciser que c'est d'autant plus dommage qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont très intègres. J'ai vu des magistrats qui m'ont dit parfois, bon, votre client est quand même un sagouin en matière civile. Sagouin, mais en l'occurrence, il a raison, donc je ne vais pas le condamner parce que la règle, c'est qu'il n'y a pas de raison de le condamner. Enfin, ils n'ont pas dit comme ça, mais enfin, on lisait le jugement, c'est ce que ça voulait dire. Mais qui avait cette idée de, je ne suis pas là pour laisser mes passions personnelles, je suis là pour faire un vrai travail, un peu comme un médecin qui se dit, je suis là pour faire un vrai travail. Là-dessus, malheureusement, concernant la Macronie, il y a à la fois la volonté d'aller lentement pour enterrer l'affaire le plus possible, c'est vrai, et aussi, lorsque c'est jugé, une sympathie, une bienveillance qui est inexplicable. Ce n'est peut-être pas le cas le plus choquant en soi, mais en tout cas, c'est celui qui m'avait le plus choqué, qui est l'histoire du député Medji Belgarab. Vous ne pouvez pas fracasser le crâne d'un opposant politique, surtout si c'est quelqu'un qui a 30 ans de plus que vous. Non, en fait. Non, mais je suis vraiment désolé. Moi, je pense avoir des opinions politiques assez tranchées. Je suis conscient de pouvoir m'exprimer de façon assez acerbe. Mais enfin, j'ai jamais eu l'idée, dans mon univers mental, ne serait-ce que de mettre une pichenette à quelqu'un parce que je pensais qu'il racontait que des sornettes. Et franchement, j'ai entendu des gens dont j'avais l'impression qu'il racontait que des sottises. Ce monsieur, Medji Belgarab, aurait dû être sévèrement condamné. Il aurait dû passer plusieurs années en prison. Il aurait dû subir une amende extrêmement lourde. Vous regardez les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, par exemple, comptes de campagne où il y a eu des réductions. Une réduction, c'est une subvention. Moi, si je dis à quelqu'un, je suis prêt à travailler pour toi, mais ça va être 70% moins cher. En fait, je suis en train de lui faire ce cadeau de 70% de la facture. Ça m'arrive d'ailleurs, j'ai des clients qui me disent j'ai quand même envie de vous payer un peu. Bon, si vous voulez, vous me donnez. En fait, c'est à 70%, c'est moi qui leur fais un cadeau, et à 30%, c'est eux qui payent. Vous le faites en dehors d'une campagne électorale, c'est vos opinions personnelles, vous avez envie de faire des gens en pro bono, enfin en moins cher pour les aider, tout, très bien. Mais quand c'est fait dans le cadre d'une campagne présidentielle, ça s'appelle une subvention, donc vous êtes en train de dépasser le budget de campagne. Normalement, les comptes de campagne de Macron auraient dû être invalidés. Et il y aurait dû y avoir au Conseil constitutionnel des gens pour dire « nous avons voté Macron, mais en fait, le compte de campagne, là, est illégal ». L'exemple que je donnais du juge Scalia à la Cour suprême des États-Unis, qui parfois disait « écoutez les gars, moi je suis républicain, il était connu pour être républicain, conservateur, enfin, je ne vais pas vous donner raison parce que là, vous racontez n'importe quoi ». Eh bien, on cherche le juge Scalia en France alors, parce que pour le moment, ils sont aux abonnés absents. Merci beaucoup Philippe Prigent, je vous remercie d'avoir pu nous éclairer sur ce dévoiement du droit quand même assez impressionnant dans ce pays, au moins depuis une dizaine d'années ou une vingtaine d'années si je vous ai bien suivi. Je vous remercie en tout cas d'être revenu nous voir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette fois-ci, on parlera d'Ukraine et de Russie et d'OTAN et tout ça. En attendant, je vous propose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, n'oubliez pas de partager, de commenter bien sûr avec vos suggestions et puis bien sûr le clic sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. À bientôt, portez-vous bien.